3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est à nos côtés, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Nuno Teixeira nous accompagne, le directeur analyse et stratégie de Vega IS. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Et Mathieu Barrière est également à nos côtés, co-responsable de l'allocation d'actifs chez Odo BHF Asset Management. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Mathieu. On a parlé évidemment du Venezuela hier. On peut encore redire un mot du Venezuela et de ce que ça reflète de la nouvelle stratégie de sécurité américaine, par exemple. Mais c'est vrai que la conclusion à laquelle on arrivait dans l'émission hier, Mathieu, était de dire que finalement les marchés et la géopolitique sont deux mondes qui s'ignorent de plus en plus, la grande variable macro étant le pétrole. Et c'est vrai que, quoi qu'on en dise, peu à peu, le monde est de moins en moins sensible au pétrole, du fait notamment de l'électrification massive dans certains pays. Je pense évidemment à la Chine, qui continue bien sûr malgré tout de consommer du pétrole. Bref, je voulais avoir votre regard là-dessus, et c'est vrai qu'on s'est focalisé sur les grands marchés macro, mais on peut regarder un peu plus finement peut-être la situation des marchés qui existent au Venezuela, Mathieu. Alors, juste un point bien sur sûr. le pétrole. Effectivement, durant le week-end, on a vu pas mal d'analystes qui cherchaient tous les produits dérivés qui pouvaient coter durant le week-end pour avoir une idée et préparer leurs notes. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de variations. Pourquoi ? Parce que ça représente environ 1 million de barils par jour, c'est 1% de la consommation mondiale. Il y a une quinzaine d'années, c'était 2 millions de barils de production. Pour y retourner, ce serait des investissements sur 5 ans, en dizaines de milliards d'euros. Bon, finalement, pourquoi est-ce que le Venezuela aussi avait une baisse de la production pétrolière ? Ce n'était pas forcément par incompétence, c'est simplement qu'ils se finançaient à des taux d'intérêt très élevés. Des taux d'intérêt tellement élevés que ce n'était pas rentable. C'était pas rentable pour eux d'investir pour produire du pétrole. Le gros de la cotation des actifs vénézuéliens, en fait, c'était des bonds émis, des obligations émises par le principal exploitant gouvernemental de pétrole. Et effectivement, il y a une réappréciation de ces obligations, que ce soit de court terme, de plus long terme, ou même celles qui ne sont pas encore remboursées et qui sont pourtant antérieures, qui remontent à environ, on va dire, 30 centimes du pair. Mais ça reste des actifs qui ont un rendement au-delà de 20%. On verra, selon comment ça se passe entre les équipes Trump et puis Delcy Rodriguez, par où passeront les financements, les joint ventures entre les majors américaines et puis Et vous dites que le redressement de la production, c'est à minima une histoire de long terme pour le Venezuela. C'est à minima une histoire de long terme, c'est peut-être 500 000 barils par jour d'ici 2 ans et 1 million et quelques au mieux d'ici 5 ans. Mais oui, ça représente 1% de la production mondiale. Et puis sur du baril qui n'est pas de première qualité, en fait, à raffiner, c'est compliqué. Les structures pour raffiner ça, il y en a un peu aux États-Unis, il y en a beaucoup en Asie, et c'est pas sûr qu'il y ait une prise de contrôle américain, que ce soit du pétrole lourd qui rejoigne les raffineries asiatiques. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre plus globalement ? Enfin, qu'est-ce que cette démonstration de force américaine, disons-le, au Venezuela, nous dit de ce nouvel ordre mondial, mais qu'on décrit depuis déjà un certain temps, alors qui se déroule sous Trump aujourd'hui, mais qui a peut-être commencé avant Trump et qui continuera au-delà de Donald Trump. Et encore une fois, quand on se place dans la sphère des marchés, qu'est-ce que l'investisseur doit retenir de cette situation ? Alors, c'est effectivement le retour de la doctrine Monroe version Trump, qui avait sorti sa stratégie il y a environ un mois, écrit dans un style très trumpien qui avait fait rire certains observateurs. Bon, il prouve au moins qu'il la met en application. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de digressions sur une dédollarisation très rapide des actifs de réserve. Bon, du point de vue d'un dirigeant d'un pays qui s'entend pas forcément très bien avec les États-Unis, finalement la question essentielle, c'est pas savoir si son chef de la Banque centrale a gardé ses réserves de change en bons du Trésor ou en or. Donc l'urgence à liquider les bons du Trésor américains pour les mettre en or, c'est peut-être un mouvement qui peut se ralentir un tout petit peu. Ça devient un peu secondaire dans certains cas. Dans certains cas, c'est effectivement pas là où s'inscrit directement le rapport de force. C'est ce que nous a prouvé Trump, à la surprise de la plupart des gens, le dernier week-end. Bon. Cet aspect géopolitique, encore une fois, quand on est dans la sphère des marchés, de l'investissement, Nuno, alors c'est le Venezuela, mais on parle évidemment du Groenland, l'Iran est toujours un point chaud, je parle aussi du Moyen-Orient en général, et puis toujours Ukraine-Russie, hein, bien sûr.
Oui, alors c'est vrai que la doctrine Monroe tendrait à inciter les États-Unis à intervenir surtout sur leur zone d'influence majeure qui est quand même l'Amérique du Sud, voire du Nord. Oui, du Nord au Sud. Cependant, s'il y a des gains faciles à obtenir, et en particulier en Iran, avec quand même un soulèvement populaire qui prend de l'ampleur et qui menace très sérieusement le régime pour la première fois, avec notamment des soutiens à l'Iran au régime iranien qui sont en diminution. Donc, il est clair qu'il n'y a plus le Hezbollah, le Hamas qui peuvent amener autant de soutien. Si il y a une opération possible entre Israéliens et Américains pour préparer une éventuelle transition, je pense que ça sera saisi. Apparemment, il y a des mouvements militaires assez importants d'avions cargo qui transporteraient notamment des hélicoptères et des troupes potentiellement pour pouvoir intervenir sur quelque chose qui serait probablement davantage soutenu par la population, parce que on n'avait pas vu ce même mouvement récemment, en tout cas au Venezuela. Là, on a un mouvement quand même d'ampleur qui déstabilise profondément le régime. On en a eu dans le passé des mouvements de contestation populaire en Iran qui, j'allais dire, ont toujours été matés, pour dire les choses. Oui, là, peut-être que la situation peut prendre une ampleur différente. D'autant que, effectivement, les différents dominos qui soutenaient quand même l'Iran sont en train de tomber eux aussi. Et peut-être que la menace d'une opération type Maduro pourrait peser sur le leader iranien Khamenei, l'inciter à fuir en Russie. Bon, on reste dans la discussion géopolitique, ou est-ce que le marché essaye ou peut mettre un prix sur ce genre de situation, de changement de régime dans des pays qui ne sont pas des petits pays. Le marché n'a pas été trop ému par les bombardements sur les sites nucléaires lorsqu'ils sont intervenus en 2025. On peut imaginer que ça n'aura pas beaucoup plus d'impact en cas de chute du régime iranien. Donc là encore, c'est des pays qui, même si l'Iran représente une capacité de production plus importante, ça va plutôt dans le sens d'une augmentation de la production, au moins à terme, par baisse des mesures d'embargo, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui inquiète particulièrement les marchés. Oui, ce n'est pas inflationniste, par exemple. Exactement. Léa, quelques commentaires, c'est toujours des sujets qui nous intéressent, qui vous intéressent en tant qu'investisseur, mais voilà, j'essaie de garder le lien entre géopolitique et marché, même si ce lien est peut-être distendu aujourd'hui. Je dirais que depuis en fait l'invasion de la Russie en Ukraine, les marchés n'ont plus vraiment réagi à aucune de ces nouvelles. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a un marché qui s'en désintéresse totalement. Le pétrole est une des raisons, puisqu'effectivement, ça a souvent été, je dirais, le catalyste, l'indicateur un petit peu de ces tensions. Il y a effectivement, c'est l'épaisseur du trait pour l'affaire au Venezuela, mais en réalité, c'est surtout qu'on arrive à un stade où finalement, il y a trop de pétrole, la demande s'affaisse structurellement, l'électrification entre autres, mais pas que, on a des économies qui sont de plus en plus matures et le choc de croissance sur la demande est largement derrière nous. Et donc finalement, la seule chose que le marché regarde, c'est ça. Alors dans les chocs géopolitiques qui pourraient avoir un impact, je disais la guerre en Ukraine en a eu un parce que ça a réveillé l'Europe, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on a eu cette... Et d'ailleurs les marchés, pour le coup, ont véritablement... Ça a révélé des dépendances très fortes, bien sûr. Absolument. Ça a réveillé à la fois la politique, mais ça a réveillé aussi les acteurs économiques. Et donc ça a enclenché une phase d'investissement très importante et qui va durer, très probablement, et qui va continuer de durer, étant donné justement les actions que certains hommes politiques, notamment Trump, peuvent avoir de manière spontanée, dépasser totalement les règles finalement de la politique internationale. Donc je pense que ça conforte l'idée que l'Europe doit aller vers cette indépendance. Et puis, je pense que le seul conflit qui pourra être éventuellement problématique, c'est celui qui concerne Taïwan, pour des raisons liées au marché. Parce qu'on a le plus gros producteur de puces, qui est TSMC, et qui, du coup, mettrait à mal une chaîne de valeur extrêmement importante dans le monde entier s'il venait à y avoir un... TSMC, alors qui anticipe aussi, et les clients de TSMC anticipent aussi avec un groupe qui est capable aujourd'hui quand même de construire des sites en dehors des sites historiques de Taïwan. Tout à fait, mais ça serait néanmoins, les capacités de production aujourd'hui sont quand même massives et ne permettraient pas, si demain il y a effectivement une situation qui évolue pas dans le bon sens pour Taïwan, de pallier à tous les besoins, les demandes des entreprises. Bon, parlons du réveil de l'Europe, c'est un sujet que j'aime bien en ce moment, enfin, et pas que moi, le marché peut-être, les gérants d'actifs, les sociétés de
de gestion. Comme je le disais hier, je mesure l'engouement du thème de la souveraineté européenne ou de l'autonomie stratégique de l'Europe à travers le nombre de fonds, par exemple, qui se lancent sur ce sujet-là depuis des semaines et des mois. Léa, vous êtes dans le camp de celles et de ceux qui pensent qu'il y a vraiment des raisons d'y croire. Ah oui, c'est pas un mythe. Oui, je pense que là, effectivement, qu'il y a une réalité au bout du chemin. Oui, il y a une dynamique qui est enclenchée et il va falloir distinguer tout ce qui rentre dans la souveraineté. Parce qu'en réalité, la souveraineté qui a bien fonctionné sur les marchés pour l'instant, c'est la souveraineté au sens de la défense et de l'armement. Mais en fait, elle est couverte par beaucoup d'autres thèmes au niveau européen. Ça passe par la santé, ça passe par la technologie, ça passe même par la banque, les financements, et on peut même aller jusqu'évidemment à la transition énergétique. Donc en fait, on a un thème de souveraineté qui est extrêmement large. Le seul qui fonctionne aujourd'hui, en termes de placement boursier, c'est la défense et l'armement. N'oublions pas en revanche que ce ne sont pas des entreprises qui avaient besoin de financement en tant que telles. Les entreprises de la défense et de l'armement européennes cotées sont des entreprises d'extrêmement bonne qualité, avec des leaderships assez importants, pas de problématiques de bilan particulier, de la valorisation qui était largement sous-cotée. Là, on commence évidemment à s'approcher plus de valorisation, on dira normalisée, mais c'est pas là où le financement sur la souveraineté doit aller en réalité. Et d'ailleurs, l'Europe le redit régulièrement, il y a le tissu ensuite industriel en dessous qui a véritablement lui besoin d'être accompagné par des financements beaucoup plus importants. Donc la dynamique peut passer par des carnets de commandes et on va les voir en réalité arriver, ces carnets de commandes. Il ne faut pas oublier qu'on a eu des annonces, qu'on a effectivement certains acteurs très précis comme Rheinmetall qui, eux, pour un contexte spécifique, vont avoir effectivement une explosion de leur carnet de commandes à très court terme. La question, c'est maintenant comment le plan européen va s'irriguer réellement dans ces grandes entreprises, comment ces carnets de commandes vont être alloués. On voit bien que tous ne vont pas dans les entreprises européennes, ça c'est la première chose. Et surtout, comment ensuite ils vont être délivrés opérationnellement. Et ça, on a vu des explosions dans beaucoup de secteurs de carnets de commandes. Ça pouvait être le ferroviaire à une époque, l'énergie à une autre époque. L'industrie, lorsqu'elle engrange des carnets de commandes importants, il peut y avoir des grains de sable dans les rouages tout simplement opérationnels. Crise de croissance, crise d'exécution. Exactement, crise d'exécution, donc choc sur les marges. Délai, retard, impayé parfois. Et donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller parce qu'il va être question de la qualité ensuite, ce qu'on appelle du delivery de ces entreprises. Bon. Donc, c'est pas un thème boursier qui est un long fleuve tranquille pour autant. Non, mais c'est un thème boursier qui est, à mon avis, intéressant de toute façon à avoir dès lors qu'on garde un horizon de temps long. On est quand même sur les marchés actions, donc pas l'oublier. Mathieu, c'est un thème, c'est plus qu'une mode, cette idée d'une souveraineté européenne, d'une autonomie stratégique retrouvée, ou est-ce que ça coïncide à un moment où la somme des intérêts domestiques, nationaux, va dans un sens et pourrait diverger demain, d'une certaine manière? Alors, la souveraineté, c'est l'objectif en premier de sécurité. Effectivement, la sécurité, soit ça se construit, soit ça s'achète. On l'a acheté, notamment en ayant des balances commerciales défavorables. Là, elle commence à se reconstruire. Ça va être un travail long. Certains pays ont peut-être plus les marges de manœuvre pour réussir à attirer ces investissements. On peut penser à l'Allemagne, où finalement la somme des différents plans de relance sur les 5 prochaines années est assez gigantesque. Et je pense notamment des perspectives de baisse de résultats, des baisses de taux d'imposition des résultats à partir de 2028 en Allemagne. Et puis même de manière transitoire et de manière assez intelligente, des augmentations des taux de dépréciation sur les dépenses d'investissement que vont pouvoir passer les entreprises allemandes. Et puis au-delà de ça, pour faire vivre tout un écosystème, de l'investissement dans les infrastructures. Donc là-dessus, la réindustrialisation partielle de l'Europe, c'est quelque chose auquel on adhère. Tactiquement, sur la défense aussi, de nouveau, on avait eu une espèce de reflux. Il y a une forme de saisonnalité ces dernières années sur la thématique de la défense. On a vu un reflux des valorisations à la fin de l'automne. Et effectivement, on parlait d'impact marché du Venezuela. On l'a bien vu dans le cours de bourse, par exemple, de Rheinmetall. Mais globalement, oui. Ensuite, savoir où la capter, dans quel pays européen, ça risque d'être compliqué. Une Allemagne qui se permet pour la première fois de descendre à des déficits budgétaires de l'ordre de 4% hors période récessive, effectivement, c'est peut-être un endroit où les entreprises peuvent se projeter plus facilement à moyen terme. Et alors, d'autant plus qu'Odo BHF est franco-allemand. Enfin, je veux dire, vous êtes un établissement franco-allemand, si je puis dire, Mathieu. Le marché n'a pas encore ajusté le bon prix quand on regarde, je sais pas, les actions allemandes, les small et mid cap allemandes. Il y a eu des belles performances déjà derrière nous, mais le
le prix du plan de relance allemand, le bon prix est encore à venir. Il y a eu des belles performances, il y a eu des valorisations qui sont redressées, mais on n'est pas vraiment sur des taux de marge qui correspondent à ceux de moyenne de cycle. Hein. On est plutôt proche de marge de bas de cycle dans encore pas mal de compartiments. Donc oui, on pense qu'on aura une poursuite de la croissance du marché européen dans son ensemble, hein, même au-delà de l'Allemagne. Attention, on parlait du réveil de l'Europe. C'est vrai que les analystes et le consensus prévoient un réveil, et puis même un réveil très dynamique. Je crois que les perspectives de croissance des résultats pour 2026, c'est bien au-delà de 10%. On va rattraper 3 années de croissance nulle, c'est ça historiquement, je crois que sur plus d'une décennie, en dehors peut-être de 2020 ou 2022, on a toujours eu des révisions à la baisse qui, en général, nous ont ramené en territoire très proche de zéro, parfois en dessous. Mais oui, on pense qu'on aura effectivement une hausse, et puis pas simplement dans certains segments des large cap, des résultats nets agglomérés des entreprises européennes. L'environnement 2026 est bon pour nos marchés en Europe, nos actions européennes. 25 a été une belle année, hein, il faut quand même le dire, malgré tout ce qu'on peut nous-mêmes dire, commenter ou entendre sur l'Europe, ses fragilités, ses faiblesses, ses imperfections, etc. Les marchés boursiers, eux, voient les choses peut-être de manière un peu différente. 2026, les paramètres sont économiques, politiques, sont bons encore pour l'Europe en 2026 Oui, c'est ce qu'on pense. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'on a eu quand même des vents contraires en 2025. On a eu la force de l'euro qui aurait pu pénaliser. On a eu les droits de douane qui auraient pu pénaliser les droits de douane américains. Finalement, on a eu quand même une dynamique boursière assez bonne, un retour des flux. C'est vrai qu'on attend les résultats. Si on n'a pas l'effet de change et qu'on digère un petit peu cette dynamique des droits de douane, on devrait quand même pouvoir avoir des résultats en progression assez sensible, d'autant plus qu'il y avait un paramètre qui, jusqu'en 2022 manquait, c'était le secteur bancaire, qui pèse quand même beaucoup dans les indices et qui devrait continuer à délivrer des croissances bénéficiaires, peut-être pas aussi spectaculaires, mais encore positives. Donc, il y a pas mal de secteurs qui pourraient quand même rattraper un peu parce qu'ils ont été délaissés. On parle de la qualité. Voilà. Tout ce qui est qualité a été délaissé. Il y a évidemment une dynamique peut-être un peu meilleure à attendre du côté des pharmaceutiques, qui a quand même été un secteur dans la qualité qui a été... on a vu un mieux, on va dire, à partir du mois de septembre, quand même, septembre-octobre. Donc, il y a des raisons, à mon sens, d'être assez confiant, d'autant plus qu'on a des conditions financières qui sont quand même détendues. Il y a toujours un effet de latence entre la détente des conditions financières. Ce qui manque, c'est peut-être justement la partie longue des courbes de taux, où on a eu quand même des tensions. Ça n'a pas été une bonne année obligataire. Donc pour les entreprises, va être en déficit excessif de 4%. Alors pour les entreprises qui ont une structure de bilan un peu moins favorable, ça peut peser. Si ça se détend de ce côté-là, avec l'inflation qui maintenant rentre quand même dans les clous, et c'est quand même ça qui est le déterminant des taux à long terme le plus important, on devrait avoir un environnement un peu plus favorable. Donc en tout cas suffisamment favorable pour autoriser probablement une performance peut-être à 2 chiffres sur les marchés européens sans que ce soit quelque chose de spectaculaire. J'ai regardé de manière intéressante, parce qu'on parle beaucoup de bulles sur les 7 magnifiques, mais le parcours des banques sur les 5 dernières années, ça a été du même tonneau. On en discutait avec Léa Mathieu juste avant que vous arriviez. Une des questions pour les indices européens, c'est est-ce qu'on va continuer sur le secteur bancaire? Pour l'instant... J'ai posé la question pour la première fois sous cette forme, je crois, il y a quelques semaines, juste avant la fin d'année. Faut-il s'inquiéter d'un risque de bulle sur les banques européennes? Après 5 ans de surperformance, plus de 20 trimestres de beat and raise,
des niveaux de valorisation alors, qui ont quand même peut-être doublé, partant de très très bas pour certaines banques d'entre elles. Alors je ne me réfère pas à ce qu'on a connu avant la période de la grande crise financière. Peut-être que ce sont des objectifs inatteignables aujourd'hui, je n'en sais rien, mais est-ce qu'il y a une surchauffe quand même autour du thème bancaire en Europe ? On va avoir un élargissement du marché, aussi bien aux États-Unis, où on sent bien quand même que les investisseurs commencent à regarder un petit peu en dehors de la tech. Si ça doit continuer, ça doit continuer de cette manière-là. Exactement. Et en Europe, peut-être regarder un petit peu au-delà du secteur bancaire et de la défense pour investir sur d'autres secteurs et peut-être aussi descendre un petit peu aussi en termes de taille de capitalisation, parce que c'est là où les besoins de financement sont les plus importants. Donc tous ces fonds sur la thématique de la souveraineté, ils devraient quand même irriguer un petit peu toutes ces valeurs. Je vous pose la question, Mathieu, un de vos confrères, donc c'était chez Edmond Rothschild, m'affirmait qu'il n'y avait pas de bulle sur le secteur bancaire, mais je pose quand même la question, après 5 ans de surperformance, est-ce que c'est un sujet quand même, la question des banques européennes ? En Europe, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été habitué à avoir des cours boursiers au-delà des capitaux propres. Deutsche vient, je crois, de repasser au-delà de sa valeur intrinsèque. Quand les bancaires italiennes étaient passés au-delà de 100% de la book value, effectivement, ça surprenait un peu. Mais ça va avec un retour d'une bonne rentabilité de ces capitaux propres. Enfin, schématiquement, on a traversé toute une décennie avec un rendement des capitaux propres qui était aux alentours de un peu au-delà de 5%, 5-6%. Et puis des banques qui se payaient 60% des fonds propres. On est remonté vers des niveaux de rentabilité de ces fonds propres bancaires actuellement qui sont un peu au-delà de 12%. Et effectivement, des banques on paye 1,2 fois les capitaux propres. En 2005-2006, la rentabilité des fonds propres bancaires, en tout cas celle qui était comptabilisée à l'instant T, était de l'ordre de 18%. Et effectivement, on payait les banques environ... Mais ce monde, il n'existe plus, Mathieu. Ce monde n'existe plus, mais il n'y a pas eu finalement une énorme distorsion et un re-rating gigantesque des banques. Oui, on peut trouver des points, effectivement, où tel ou tel établissement était vraiment une valeur absolument massacrée. C'était une question de continuation ou d'arrêt, d'une certaine manière. Mais le gros du re-rating bancaire de cette année n'a pas été un re-rating, c'était une réappréciation les résultats ont été là. Et à contrario, quelque chose d'assez intéressant, c'est sur le secteur de l'énergie qui a été très en retard cette année. Quand on prend les majors pétrolières européennes, effectivement, ils ont une performance à peu près nulle, on va dire, sur 2025, mais avec des perspectives de résultats 2026 qui sont en baisse, dans certains cas, de 20%. Donc finalement, là aussi, on a eu un re-rating de 20%. Donc finalement, il y a à peu près l'ensemble de la cote qui s'est re-raté, et puis les banques, pas forcément plus que la moyenne des autres secteurs. Ouais, je comprends. Léa, sur ce marché européen, et l'idée qu'il y a peut-être eu des excès alors dans l'univers de la quality growth, effectivement, alors pourtant le luxe a été plus qu'une darling pendant des années pour les gestionnaires d'actifs, food and beverage, la santé aussi, dans le secteur des logiciels, il y a eu des histoires compliquées, enfin, il n'y a jamais eu autant d'écart de performance entre la qualité et le reste du marché. Je dirais même au-delà de la qualité, de la croissance que l'on oppose à la value et donc des défensives qu'on oppose aux cycliques. En réalité, ce qui a fonctionné en 2025, c'est les values cycliques. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a eu une année 2025, et tout le monde l'a dit, particulièrement concentrée. Sans certains secteurs, il n'y a quasiment pas de performance pour beaucoup d'indices, ou sans certaines entreprises très concentrées aux États-Unis, notamment dans la technologie. Donc c'est important que le marché aussi se réapproprie les autres idées d'investissement et y trouve de la valeur. Parce qu'on a pu voir certaines aberrations de marché en 2025, les logiciels étant un très bon exemple, avec des performances catastrophiques. Prenons SAP, je pense que c'est l'un des pires performeurs dans les grandes capitalisations européennes l'année dernière, alors même que les perspectives de résultats et d'ailleurs toutes leurs publications ont été de très bonnes factures. Pourquoi ? Parce que les logiciels sont perçus
par les marchés, comme disruptée par l'intelligence artificielle. Voilà. Cette perception, elle peut changer. Parce que ça a été le grand thème de la deuxième partie d'année, winners ou losers de l'IA, et le marché exerce une pression très forte de part et d'autre. Le marché fait des choix assez radicaux et se polarise de manière assez forte. Prenez aujourd'hui... et la perception peut changer. Donc. Alors oui, et je vais citer quelques exemples. Prenez aujourd'hui Johnson Control qui n'a rien dit, mais qui équipementier automobile, c'est ça Les batteries non, c'est quoi? Ils font Johnson quoi maintenant Control, ils font des systèmes de refroidissement, notamment pour les data centers. Ils font beaucoup d'autres choses, c'est très gros. Mais il y a Johnson Maté. Johnson Control, énorme capitalisation aux États-Unis, qui perd plus de 10%, en tout cas avant que je n'arrive, pour une seule raison, parce que Nvidia propose une nouvelle génération de puces qui consomment moins d'eau et donc moins de refroidissement. Et en fait, on a eu énormément de thèmes comme ça en 2025. Et donc, c'est là où il va falloir différencier ceux qui ont beaucoup trop souffert, alors même que finalement, la réalité va être assez différente. Je pense que la publication des résultats annuels va être la première étape pour reconsolider. Parmi les secteurs qui sont intéressants à regarder, effectivement, la santé, où on a eu de bons résultats, où on a de bonnes perspectives, où on a des croissances bénéficiaires. Si on met Novo à part, par exemple, voilà, c'était un qui était déjà un ovni, mais des Astra, des grandes valeurs comme ça, qui ont délivré. Ont délivré. On fait d'ailleurs pour certaines de belles performances, mais il y a encore du chemin pour revenir sur des valorisations comme on a pu connaître précédemment. Je ne crois pas trop aux thématiques qui touchent à la consommation. Pauline en a parlé notamment sur le sportswear. Malheureusement, les consommateurs ne sont pas trop là, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis. Bon, en Europe, c'est légèrement atone aussi. Donc cette thématique-là, elle ne va pas rebondir immédiatement. Et puis, pour revenir sur le point, les perceptions peuvent changer. Prenez les énergies renouvelables. La perception a complètement changé l'année dernière parce que l'IA est arrivée. Prenez les banques. En 10 ans, la perception a complètement changé. Il y a des cycles dans tout. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a un marché européen, et ça, c'est mon point pour l'année 2026, qui va certainement encore bénéficier d'une très belle croissance, appuyé, et c'est beaucoup plus sain cette année, par une revalorisation des bénéfices. On a eu une revalorisation multiple l'année dernière. Cette fois, c'est la bonne. Tout le monde y croit. Et il y a des raisons. Elles sont simples à expliquer. Les marges, notamment dans les valeurs cycliques et les industrielles, vont s'améliorer. Les financements sont plus bas, les coûts sont plus bas, globalement. Et donc là, on est sur un super cycle d'investissement et de CAPEX avec normalement des rentabilités meilleures. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si ça se concrétise, je pense que l'année 2026 sera un bon cru. Ouais. Gagnant et perdant de l'IA, c'est un thème ou en tout cas une question qui va animer le marché encore, j'imagine, pendant des mois et des trimestres. Sûr, et même au sein avec des changements de pied. Voilà, on a vu des écarts de performance importants au sein des acteurs de l'IA aux États-Unis. Selon les périodes, voilà. Et Broadcom. Là, on voit Nvidia qui annonce à nouveau une nouvelle génération de microprocesseurs beaucoup plus performants, donc qui devrait être mis en fonctionnement au deuxième semestre. Donc, ça peut redonner du tonus à cette valeur. On aura, oui, des évolutions. Gagnant et perdant, au-delà des fournisseurs de pelles et de pioches, c'est ça mon sujet. C'est-à-dire l'IA irrigue l'ensemble des secteurs, et dans ces secteurs, il y aura des gagnants et des perdants, en dehors de savoir si c'est Nvidia, Broadcom, AMD, etc., dans le secteur des semi-conducteurs. Oui. Non, tout à fait. Il y a effectivement des évolutions qui sont très différentes. Il y aura probablement des acquisitions aussi qui seront faites pour se positionner sur tel ou tel segment. Et donc, on voit que le marché commence à être beaucoup plus discriminant. On a vu l'exemple d'Oracle, parce qu'il y a le sujet des bilans aussi. C'est-à-dire que plus 30 et moins 40 derrière. Voilà, si on n'est pas capable de financer un certain nombre de développements et on veut faire du buzz pour le buzz, ça marche plus aussi facilement. Et on a vu le même phénomène, je dirais, à la fin des années 90, où il y a eu des excès d'annonces et puis à un moment donné des déceptions sur les résultats. Pour l'instant, ce qu'on ne voit pas vraiment aux États-Unis, c'est-à-dire que pour l'instant sur l'IA, il y a plutôt des bons résultats, il n'y a pas d'annonce de baisse des marges, de baisse des résultats qui pourrait commencer à inquiéter un peu les investisseurs. 2026, c'est déjà le point de rendez-vous entre les investisseurs et ceux qui développent ces infrastructures d'intelligence artificielle, Mathieu, ceux qui déploient les CAPEX, qui s'engagent sur des CAPEX
stratosphérique, avec désormais de la dette pour financer ces capex. C'est au cours d'une année comme 2026 qu'il y a un point de rendez-vous à attendre entre le marché et la rentabilité de ces investissements, ou le marché peut rester bienveillant et confortable avec l'idée que la rentabilité sera toujours un peu plus lointaine peut-être. Alors, c'est des entreprises qui font des capex, qui accumulent des actifs et des actifs dont la valeur de marché est ensuite difficile à évaluer. C'est certain, c'est des actifs dont la valeur baisse de jour en jour parce que ça se déprécie. C'est un monde où il y a des évolutions technologiques rapides. Pour donner un ordre de grandeur, juste au niveau des principaux acteurs américains en termes de capex sur les prochaines années, on parle quand même de 500 milliards d'investissements. Une hypothèse assez raisonnable, c'est peut-être de par an. Oui, par an, oui, tout à fait. Disons que sur 5 ans, ensuite, on a du matériel qui devient obsolète. Et effectivement, ça veut dire que sur 5 ans, il faut réussir à générer 500 milliards de revenus. C'est des chiffres... C'est difficile à mettre en place. Alors, si on essaye de reprendre un peu de macro dans tout ça, quand on croise les différentes études, ça peut être de brokers ou alors universitaires, on se dit on peut peut-être avoir d'ici 2035 une contribution à la croissance du PIB via les gains de productivité de l'ordre de 0,3 par an. Ça fait 3 à 4% de PIB en plus, horizon 2035. Ça peut faire, de l'ordre de 4 000 milliards de PIB au total. Ça risque d'être compliqué parce que c'est peut-être pas effectivement simplement les fournisseurs d'IA qui vont réussir à capter l'ensemble de la survaleur et de la croissance économique supplémentaire créée. Donc effectivement, en fait, une décorrélation qui est en train de se produire. On parlait beaucoup il y a un an de la décorrélation qui était croissante entre secteurs au sein du SP500. Et là, il y a de nouveau une décorrélation, qui se voit dans les marchés optionnels. Au sein du secteur de la tech. De la tech. Voilà, c'est-à-dire que, pour parler simplement, les options sur la moyenne de la cherté des options sur les boîtes de tech devient de plus en plus élevée par rapport à la moyenne des options sur l'indice. Ouais, je comprends. Comment va se structurer cette conversation IA là, en 2026 ? Vous avez déjà répondu en partie à la question. L'énergie, pour vous, c'est un vecteur naturel d'exposition à ce thème-là. Oui, l'énergie, l'électrification, la construction, la gestion des data centers. En fait, la chaîne de valeur est extrêmement large. Je pense que la première moitié de l'année est assez confortable pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Ce sont des entreprises saines, pas très valorisées, pas particulièrement survalorisées, il n'y a pas de bulle. En revanche, la politique monétaire américaine va être essentielle dans le maintien de bilans sains. L'endettement qui est en train de se faire, il peut faire peur, notamment si les boucles en fait de financement entre entreprises, on voit beaucoup de schémas qui sortent et qui expliquent qu'elles sont toutes liées les unes par rapport aux autres. Donc, si en plus les bilans se gonflent et que l'intérêt de la dette est très élevé et que la rentabilité n'est pas aussi bonne que prévu, ça peut faire peur. Ça, c'est plutôt deuxième moitié de l'année. J'ai beaucoup de confiance en Donald Trump pour inciter son nouveau gouverneur de la Fed vers une politique monétaire accommodante et pour les investissements de la technologie, mais aussi pour le bilan américain. Une Fed quand même qui trouvera les arguments, bien sûr, mais qui capitulera dans une certaine mesure. Non, ils ont annoncé 30 ou 35 000 milliards de dollars d'économies sur l'intérêt de la dette si les taux américains devaient baisser. Je crois même qu'il a annoncé avant-hier qu'il ne voyait pas pourquoi les taux américains ne seraient pas les plus bas du monde. Alors, on comprend que dans son annonce générale qu'ils ont besoin de ça. En tout cas, ce cycle de super capex, s'il est trop cher à financer, ça va être compliqué. Bon. Voilà, donc ça, c'est plutôt la deuxième moitié de l'année. Pour l'instant, ceux qui financent ce cycle le financent plutôt sur les cash flows, en fait. Oui. Donc, la dette vient d'arriver. On commence un petit peu pour des entreprises... Des entreprises oracles qui ont des signatures exceptionnelles. Voilà, tout à fait. L'autre risque aussi, c'est que si il y a perception par le marché d'une perte d'indépendance de la Fed trop importante, là, ça peut faire monter les taux longs. Parce que ça voudrait dire perte de crédibilité sur l'inflation, et donc ça, c'est contre-productif. Donc, le chemin doit être quand même bien géré, mais je pense qu'il devrait être bien géré parce qu'il y a quand même des équilibres au sein de la Fed
qui font que voilà, même le nouveau patron de la Fed n'aura pas forcément complètement les coups des franches. Bon, ça fait partie des annonces qu'on attend en ce début Bien d'année. sûr. Alors, il y a quand même aussi, on y reviendra, mais une décision de la Cour suprême sur la validité des tarifs douaniers qui ont été appliqués par Trump et son administration, la nomination du successeur de Jérôme Powell également, qui Et est aussi, attendu dans les sauf prochaines erreur, semaines. sur la possibilité pour l'administration de démettre justement, parce qu'il y a Oui, le bien cas sûr. de Lisa. La Cour suprême Voilà. a protégé la réserve fédérale américaine, Pour notamment l'instant. par rapport à d'autres administrations fédérales. Un mot des marchés, c'était une enquête alors toujours intéressante à décrypter, que vous suivez forcément, le Fund Manager Survey de Bank of America, je les cite bien sûr. Un de leurs analystes était avec nous en toute fin d'année dernière pour commenter le baromètre de décembre, qui montre, alors c'est ce qu'on appelait à l'époque, Mathieu, je me tourne, la capitulation des investisseurs institutionnels. C'est-à-dire le niveau de cash est tombé légèrement au-dessus de 3% dans les portefeuilles des grands gérants institutionnels mondiaux au mois de décembre. Et l'enseignement de l'analyste de BofA était de nous dire qu'effectivement, c'est des gérants qui ont quand même, pour certains d'entre eux en tout cas, couru après le papier, et en courant derrière le papier, couru après les petits porteurs et les investisseurs particuliers. Le jeu des marchés, désormais, est plutôt à la faveur du retail, des investisseurs particuliers, plutôt que des investisseurs institutionnels, Mathieu. Alors, moi, ce qui m'a surpris, on peut même remonter à l'enquête de novembre, où, pour la première fois depuis, je crois, une dizaine d'années, les gérants trouvaient que leurs entreprises en portefeuille faisaient trop de CAPEX. Et il y a un retournement violent. Alors, ça faisait 10 ans qu'ils disaient les entreprises ne sont pas assez leveragées, les spreads de crédit sont serrés, il faut émettre de la dette. Voilà. Là, d'un coup, c'est l'inverse. Alors, effectivement, on a les taux de cash, je crois, moyens dans les portefeuilles des gérants actifs qui est tombé à 3,3%. Il y a une chose qui doit expliquer ça, c'est quand même on a eu une grosse sous-performance en moyenne de la gestion active par rapport au marché. Évidemment, c'est une histoire de flux. Les ETF captaient des flux au détriment des gérants actifs, et puis ça a même accéléré avec des gérants actifs qui décollectaient. Donc des tracking errors qui ont augmenté, des gérants qui se sont un peu recollés au bench. Ensuite, est-ce qu'il est bon de voir l'exposition du cash en nominal? 3,3%, ça paraît pas beaucoup. Mais dans un monde où la volatilité est faible, finalement, ça permet déjà de gérer les choses. Il faut avoir une part de cash un peu proportionnelle à la volatilité. Une chose qui m'a surpris, actuellement, au niveau des marchés, on disait qu'on attend un fort réveil de l'Europe, et puis ensuite une journée calme. Si on regarde les options longues, à 1 an, actuellement, le marché anticipe moins de volatilité en Europe qu'aux États-Unis. Ça peut être un point éventuellement aussi de surprise. Ah oui, d'accord. Oui. Dans l'idée contrariante, vous dites que le réveil de l'Europe, ça peut être aussi le réveil de la volatilité ça sur peut être, les marchés européens. Oui, alors c'est aussi expliqué par des flux structurés, il y a différentes choses, mais voilà. Les gérants ont peu de cash, mais les marchés optionnels laissent aussi penser que ce cash est relativement important par rapport aux variations de marché attendues, et puis les politiques des banques centrales, bon, a priori, n'auraient pas bougé énormément. Ah ouais, bon. C'est vrai, là aussi, petit commentaire pour finir, Léa et puis Nuno. Oui, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Le marché confirme les tendances qu'on a vues avec un appétit pour le risque. Alors, on en parlera avec Benjamin Louvet dans quelques instants, mais on a à la fois des actifs risqués purs qui montent et puis des actifs, alors historiquement dits refuges, comme l'or, qui montent de concert. Oui, très peu de choses qui n'ont pas monté l'année dernière en réalité, à part le dollar, le Bitcoin finalement, qui et est le pétrole. Voilà. Sinon, tout a monté. Ce qui est sûr, c'est que les éléments exogènes qui ont, par habitude, bousculé les marchés sont tous derrière nous. Honnêtement, à part Taïwan dont je parlais, moi je ne vois rien qui va faire bouger le marché de manière un peu surprenante. Et c'est une bonne nouvelle pour les gérants actifs, parce que qu'est-ce que ça a été compliqué de gérer avec ces marchés qui bougeaient dans tous les sens au gré des annonces des uns et des autres. Donc je pense que ça, c'est derrière nous. Et la très bonne nouvelle, c'est plutôt la santé économique de l'Europe, des États-Unis, un petit peu moins la Chine, même si le réveil se fera à un moment ou un autre, il faudra le surveiller. Moi, je suis une gérante plutôt européenne. On a quand même une zone qui va bien. Pas de signaux très compliqués. C'est un peu moins vrai sur les US. L'emploi, il va falloir surveiller. Mais l'Europe, ça va être pas un long fleuve tranquille. Mais bon, c'est rare des périodes comme ça avec beaucoup de signaux verts qui s'accumulent. Il y a l'idée que les choses sont plutôt bien balisées. Alors, je ne sais pas, entre le wishful thinking, etc. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que le choc des tarifs, on se dit que voilà, la radicalité tarifaire de Trump, sans doute, est derrière nous, par exemple. Oui.
Non, elle est derrière nous. Elle est également probablement derrière l'Asie, qui a également assez bien digéré quand on regarde le solde extérieur de la Chine qui a battu des records en 2025. On se dit que finalement, ils sont assez bien débrouillés pour réorienter vers d'autres zones, dont l'Europe, malheureusement, leurs exportations. Et donc, ça devrait être effectivement un élément moins perturbant, d'autant plus qu'on est en année de mid-term aux États-Unis. Donc, je pense que... Personne n'intéresse que ça déraille. Au niveau extérieur, Trump va essayer d'avoir quelques gains faciles comme ça, comme le Venezuela. Mais au niveau économique, il va s'attacher effectivement à permettre aux entreprises de bien bosser, éventuellement d'aider quelques secteurs comme le secteur pétrolier. Et puis c'est voilà. plus la question, comme ils disent, de l'affordability qui compte aujourd'hui sur le plan domestique aux États-Unis que le Venezuela. Oui, tout à fait. Et puis il y a effectivement le marché du travail qui doit rester également satisfaisant pour permettre des scores électoraux corrects. Une partie de la réponse vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi américain. Merci à vous trois d'avoir participé à l'émission ce soir Planète Marché avec Léa Dunan-Châtelet, DNCA, Nuno Texera, Vega IS et Mathieu Barrière, Odo BHF AM.